Paske li ok pou pa ok. Paske pale kapab ran bagay yo miyo. Paske eseye komunike se un sin fos. Toujou gon rezon pou pataje ki jan ou santi yo. Paske santé mentale ou konte. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Caméra Mosaïque sur MCTV ici à Boston. Cette émission est diffusée sur des chaînes publiques dans plus d'une douzaine de villes dans l'État du Massachusetts. À cette émission aujourd'hui, nous allons parler de réseaux sociaux en général et de TikTok en particulier après la récente audition du patron de TikTok par devant une commission de la Chambre des représentants ici aux États-Unis. Pourquoi TikTok est-elle sur la sellette et pas les autres applications et autres plateformes numériques? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre à cette émission à laquelle nous avons invité le sociologue André Mondou, professeur à l'École des médias de la Faculté de communication à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Professeur Mondou, bienvenue à Caméra Mosaïque sur MCTV et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, c'est une belle première pour moi. Docteur André Mondou, nous allons entamer notre conversation aujourd'hui avec vos travaux de recherche au sein du CRISIS, le Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société à l'Université du Québec à Montréal. Présentez-nous brièvement le CRISIS. Écoutez, c'est un regroupement qui a été fondé il y a plusieurs années par Gaëtan Tremblay et Jean-Guy Lacroix, respectivement professeur à l'École des médias et professeur au département de sociologie. Dans mon cas, professeur Lacroix a été mon mentor et mon directeur de thèse. Il y a plusieurs axes au sein du CRISIS. Moi, je travaille dans l'axe société et technologie. Donc, ça a été un peu le fer de lance de mes recherches, notamment sous la notion de gouvernementalité, c'est-à-dire l'art d'effectuer la disciplinarisation ou la subjectivation, si je peux dire, des individus qui eux-mêmes recréent une société, qui reproduit des individus. Alors l'idée, c'est de regarder qu'est-ce que justement l'arrivée des technologies numériques, on pense en 2007, c'était bien sûr Facebook et les médias dits sociaux, terme que je me pose parce que bon, la télévision, le téléphone sont tout aussi sociaux que le reste. Donc, nous avons approuvé le terme chez nous de médias sociaux numériques pour bien le différencier de son caractère social. Suite à ça, nous avons fait des recherches sur la mobilité, la surveillance et graduellement, nous en sommes venus à cadrer ce qui est devenu avec le temps le sujet du jour, c'est-à-dire la circulation de l'information au sein de, j'ose dire, l'espace public, mais ce n'est plus l'espace public que nous connaissions. Donc, nous avons travaillé sur cette notion de circulation de l'information, quels étaient les acteurs, les modalités, et là, on a retrouvé justement les notions de chambre à écho, d'hyper-individualisme, de dépolitisation induite par les médias sociaux numériques. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre relève, nos doctorantes et doctorants, à travailler sur la notion de post-vérité, circulation de l'information, qu'est-ce qui valide l'information, qu'est-ce qui sert de vérité. C'est pas toujours des constats agréables, je peux vous le dire, parce que, par exemple, l'ère de post-vérité ne consiste pas à dire on prend pour vrai ce qui est faux et vice-versa, mais que la vérité n'est plus à mobiliser. Et je pense que nos cousins et amis américains, vous en savez quelque chose, puisque vous êtes, pour ainsi dire, au cœur d'une tempête en ce moment à ce sujet. Comme nous l'avons annoncé en titre, aujourd'hui nous allons beaucoup parler à cette émission de réseaux sociaux en général, de TikTok en particulier. Pour les plus jeunes qui nous suivent, Dr André Mondou, brièvement un rappel du monde de l'information, de la communication avant l'apparition de Facebook en 2004.
Il y a plusieurs points qui marquent une rupture avec l'arrivée des médias sociaux numériques. La première, ce qu'on pourrait dire, c'est une forme d'interactivité, hein, d'échange, de retour, et surtout une personnalisation. Hein. Et c'était le grand rêve de We the People, hein, de dire, ben finalement, on va avoir des médias sociaux numériques démocratisés, qui est un terme que je n'approuve pas parce que ça n'a rien à voir avec la politique, la popularisation, mais bon, il est passé dans le langage vernaculaire. Mais donc, l'hyper-individualisation, le fractionnement de l'espace public, et de là, on continue. Quelles sont les modalités? Modalités de temps réel, le rapport à l'autre, fabrication de chambres à écho, c'est-à-dire que les algorithmes redonnent aux gens ce qu'ils ont déjà fait, c'est qu'ils les enferment dans une bulle où ils ne reçoivent que ce qu'ils ont déjà émis. Hein, c'est le principe probabiliste, c'est le principe des statistiques, c'est le principe justement de cette gouvernementalité algorithmique, c'est de numériser et d'effectuer des prédictions ou des présomptions maintenant grâce à ces modalités-là. Donc ça, c'est la première vague, si je peux dire, dans les années 2007-2010. C'est suivi après la circulation marchande de ces données-là, ce qu'on a appelé le big data. Souvenez-vous, hein, l'accumulation de données massives à des fins de profilation, parce que effectivement, ce profilage-là est le modèle d'affaires de ces médias sociaux numériques-là. Et sa troisième phase, si je peux dire, et c'est maintenant l'intégration du big data dans des dispositifs plus larges de non seulement collecte de données big data, mais non seulement leur traitement profilage, mais là, maintenant, leur industrialisation, si je peux dire, par le traitement avec l'intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle le deep learning, deep machine learning entre guillemets, c'est-à-dire que cette abondance d'informations a permis de développer justement l'apprentissage dit profond de la part de l'intelligence artificielle. Docteur André Mondeau, qu'est-ce qui a changé véritablement dans notre vie personnelle, dans la société en général, dans l'économie, dans la politique, avec l'arrivée de Facebook dans notre vie en 2004? Je dirais qu'il y a deux pôles principaux. Le premier, c'est une hyper-individualisation, c'est-à-dire tout ce qui est mis en commun, tout ce qui est vu comme disciplinaire, c'est-à-dire institutionnel, mis en commun, est plus ou moins bien vu. Rappelez-vous, à l'époque du début de Facebook, le motto railleur et railleur aussi peut-être, c'était l'empowerment, hein, de dire, ben nous sommes en capacité à faire. Or, ce qu'on réalise, c'est que ça n'a fait que multiplier les sources d'informations, brouiller les lignes, on parle des méfaits là, brouiller les lignes entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, entre la publicité, et ça correspond, et là je vais mettre nos cousins américains dans le coup, mais ça correspond à cette idéologie néolibérale hein, et conservatrice que nous avons, et qu'aux États-Unis, vous menez la charge là-dessus, c'est-à-dire une société où l'État devrait prendre moins de place. Vous savez, au Québec, on considère que Bernie Sanders est pas si à gauche que ça, là, juste pour vous dire. Mais c'est ça, donc, une des grandes conséquences, c'est ça, hyper-individualisation, parce que l'algorithme me redonne seulement ce que j'ai fait, ou ce que je veux aimer, je suis susceptible de me plaire, give the public what it wants, entre guillemets, et bien, finalement, ça radicalise les gens, parce que vous n'êtes pas en communication avec des gens autres. Le principe d'altérité est enlevé. Deuxièmement, les conséquences de ça, ben, vous le voyez avec la crise dite du wokisme ou du cancel culture. C'est-à-dire que, ultimement, je demande à l'autre qu'il me reconnaisse tel que moi je veux me dire. Et ça, c'est bien les médias sociaux, hein? On se dit soi-même. Pourquoi les médias sociaux servent à se dire? C'est parce que parallèlement à ça, c'est le déclin des grandes institutions. Si je ne reçois plus mon identité de la tradition, de ma famille ou de ma société, par exemple, ou en partie, eh bien, je dois donc la construire moi-même et l'identité de la propager. Et c'est le rôle que font les médias sociaux numériques. Vous aurez remarqué, par exemple, qu'il est plus ou moins de bon ton de dire à quelqu'un « t'as pas le droit de dire ça à propos de toi dans les médias sociaux numériques ». D'ailleurs, il n'y a même pas de pouce en bas comme symbole sur Facebook. Ça indique bien, justement, cette espèce de miroir, je dirais presque narcissique. Hein? C'est-à-dire que ça me renvoie à une image de moi. Ça, c'est l'inévitable altérité pour se regarder. Sauf que c'est un miroir dont je contrôle moi-même l'image. Donc, on demande aux autres de nous reconnaître tels que nous sommes. Et dans ces dératements ultimes, ben, c'est ce qu'on vit en ce moment.
Parallèlement à ça, ben évidemment, c'est l'occultation du politique, puisque toutes les opinions se valent. Et là, qu'est-ce qu'on remplace par le politique? Ben, le libertarianisme politique qui gagne des points aux États-Unis. Et comment? Suffit de lire les nouvelles depuis 48 heures. On a bien compris que même la justice est prise à partie maintenant. Alors, cette espèce de déconstruction autour, je pourrais dire, du nombril de l'individu, ben c'est ça. Dans son essence, je pense qu'on en est rendu là. Un néolibéraliste qui a mis sur le libertarianisme et l'individu. Et pendant ce temps-là, les dossiers collectifs ne cessent de s'accumuler en commençant par la planète, normalement. La pollution, l'écologie, etc., etc. Donc, c'est ça des... Ceci dit, il n'y a pas que des mauvais côtés. Je veux pas dire que je suis contre la technique, mais il faut quand même signaler, par exemple, ben oui, ça donne une augmentation des sources d'information, mais si ça devient qu'un marché entièrement libre, eh bien, évidemment, on est rendu à un point que même la vérité est une question d'opinion. Et vous le voyez bien, non seulement une question d'opinion, mais une question de manipulation politique, comme le démontre par exemple Fox News avec la poursuite par Dominion. Je veux dire, d'ailleurs, hier, le juge a dit la preuve n'est plus à faire que c'était faux. Alors, voilà, un média d'information qui va diffuser. Et ça, c'est ce qu'un grand sociologue, Michel Freytag de l'UQAM, appelait le mode de reproduction décisionnel opérationnel. C'est-à-dire que la société ne se reproduit plus par des valeurs transcendantales universelles, le beau, le bon, le bien, les finalités, mais bien par les moyens. Alors là, les moyens justifient la fin. Alors, par exemple, Fox News peut très bien dire, je vais mentir parce que les moyens le justifient. Je dois faire de l'argent. Je dois être rentable. Et ça, c'est la grosse crise du journalisme en ce moment. Parce que le journaliste, normalement, fait figure de chien de garde. C'est-à-dire qu'il est représentant le quatrième pouvoir de la démocratie. On se rappellera de Pentagon Papers, l'affaire des papiers du Pentagone avec Dan Ellsberg et autres, de Two Presidents Men, justement, les deux reporters Bernstein et Woodward du Washington Post. Et il y avait un espace public et il y avait un code. Les journalistes étaient tenus par un code de dire, ce qui circule sur l'espace public doit être vérifié, les trois sources, etc., de s'assurer que l'espace qui circule dans l'espace public soit vrai. Or, et je termine là-dessus, excusez-moi, c'est une longue réponse, mais quand on pose une question à un prof d'université, il faut s'attendre à des longueurs. Mais l'idée, c'est que les médias sociaux, ils ont créé ça. Ils ont participé, je vais corriger, c'est produit par ces dynamiques sociales-là et ça les reproduit aussi. Donc, individualisation et désinstitutionnalisation, ce qui fait que maintenant, la technique apparaît comme cette neutralité qui ne prend pas position, alors qu'en fait, la technique est toujours porteuse de valeur, et c'est ce qu'on pourra parler avec TikTok, on le voit bien en ce moment. Et docteur Mondou, ce qui rend la situation plus compliquée, et aux États-Unis, la Commission fédérale des communications, la fameuse FCC, n'adapte pas véritablement ses réglementations avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La création de la FCC, faut-il le rappeler, remonte à 1934. Docteur Mondou, on sait que chez vous au Canada, la diversité culturelle est un sujet assez important. Les 5 plateformes numériques les plus utilisées à travers le monde sont américaines. Je cite par ordre Facebook avec 2,9 milliards d'utilisateurs, YouTube 2,5 milliards, WhatsApp avec 2 milliards d'utilisateurs, Instagram 1,5 milliard et Messenger 1,3 milliard d'utilisateurs. Et de ces 5 mastodontes, 3 appartiennent à Meta. Comment, docteur André Mondou, vous analysez cette domination, je dirais anglo-saxonne, pour ne pas dire tout simplement américaine? Quel impact sur nos sociétés, particulièrement sur la culture? Écoutez, je vais mettre mon chapeau de l'économie politique. Les Saxons, c'est le capitalisme, c'est le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est la mondialisation, c'est-à-dire la déréglementation. Rappelez-vous, Reagan, dans les années 80, avec les télécoms, ça a commencé à ce moment-là. C'était l'époque où c'est des Thatcher et autres, un retour en force du conservatisme qui était tellement dur ou, intense dans son caractère être à droite,
qui est rendu maintenant libertarien. Et parce que vous parlez de loi de la FCC, mais en général, les Américains sont beaucoup plus frileux à faire des lois pour encadrer le vivre en commun. Hein? Et ça, c'est connu depuis Tocqueville, c'est venu en Amérique au début du 18e siècle. Mais alors, les Saxons, ils sont comme ça. Et c'est la même idéologie. Voilà pourquoi, et à la limite, vous auriez une compagnie qui serait canadienne, espagnole ou autre, si elle a les mêmes valeurs que les GAFAM, la langue ne comporte peu, c'est vraiment le modèle de société, le modèle d'individu. Et là, on le voit bien, les GAFAM ont des prérogatives que certaines entreprises n'ont pas. Je pense notamment à la difficulté, du moins chez nous au Canada, à dire, l'entreprise américaine qui vient faire des ventes ici, on commence à peine, après 10-15 ans, à pouvoir exercer un pouvoir de taxation, justement. Donc, oui, c'est difficile. Et là, vous touchez les paradis perdus, hein, les paradis fiscaux, c'est-à-dire l'argent qui est mis de côté, la sous-taxation, parce que le néolibéralisme, c'est quoi? C'est de dire on va désinvestir dans l'État, qui n'a pas de place là, évidemment, selon cette idéologie-là, et on va le remettre dans le marché, et ça sera le trickle-down, donc ça va... Oui, la fameuse théorie du ruissellement économique, hein? Oui, cette théorie, vous êtes bien gentil. Moi, je dirais le mythe, la fabulation, parce que et tout ce que ça fait, et on le voit, Trump, le gouvernement, le président Trump, son exécutif a fait la même chose, Bush aussi, des milliards de dollars qui sont retirés d'espace public, et ce qu'on veut, c'est que d'avoir un marché entièrement libre. Eh bien, comme disait Osterwald, pour nous punir, les dieux exaucent nos désirs. On voulait un marché libre, et juste au suivi de l'individu, regardez ce qui se passe. Et je vais vous dire juste un exemple très triste, cher monsieur, mais les tueries de masse dans les écoles chez vous. je veux dire, cette réification du droit individuel. Vous savez ce que je dis à mes étudiantes quand je commence un cours de sociaux? Je leur dis, avant même que vous soyez au monde, je peux vous dire une chose à propos de vous, et je peux vous décrire assez bien, merci. C'est que vous venez de 2 autres personnes. Avec une culture, avec une classe sociale, avec des idées, avec des valeurs. Donc, l'idée d'un individu qui arrive vierge et le social vient après, c'est faux. Et c'est ce qu'il faut renverser. Et ça, malheureusement, c'est l'idéologie dominante en ce moment dans tous les pays occidentaux. Et on ne voit pas encore comment on va pouvoir s'en sortir, fort malheureusement. Docteur Mondou, comme vous le savez, le débat sur la domination anglo-saxonne ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plus de 40 ans, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication était à l'honneur entre les pays membres de l'UNESCO. Dans cette nouvelle ère de l'information et de la communication, dominée par les réseaux sociaux, est-ce que l'on peut dire, docteur Mondou, que c'est la loi des plus riches, des plus grandes multinationales qui donne le ton? Oui. En fait, c'est l'absence de loi pour ouvrir ou paver la voie à ce qu'on pourrait appeler les passions ou l'appétit individuel. Remarquez que souvent, pour lutter contre l'argument que nous faisons, vous et moi, on va projeter l'inverse. C'est le communiste ici. Alors, aux États-Unis, quand on dit c'est ce socialiste, la classe politique américaine n'a aucune idée c'est quoi le socialisme. OK, on va se le dire. Ça n'a rien à voir avec l'épouvantail communiste. Mais l'ordre mondial de l'information, vous le touchez, c'est le rapport McBride, fin des années 70, et c'était surtout un rapport nord-sud, parce qu'on avait encore des blocs géopolitiques qui s'affrontaient nord-sud, est-ouest, avec le bloc d'alors l'URSS ou l'Union soviétique. Et maintenant, avec la chute du bloc, finalement, ce qui était une idéologie néolibérale devient maintenant une ontologie, c'est-à-dire comme si c'était naturel. On ne dit plus économie, on ne dit plus capitalisme, on dit économie, comme si c'était la seule façon de faire. Et si vous regardez maintenant, on dit de moins en moins société, on va dire système, mode de régulation, ou gouvernement, on va le politiser. Donc, oui, et ça cause des problèmes, parce qu'à ce moment-là, toute tentative d'être ensemble est vue comme une forme d'entrave à la liberté individuelle. Et vous le voyez là avec les politiciens et politiciennes au Congrès américain, le MAGA crowd, où essentiellement, ce n'est que de régurgiter sa position d'être contre toute forme de réglementation. Et de le faire dans un but qui n'est pas... Vous savez, dans la police, la cité antique, le débat
visait à dire que vous et moi, nous discutions, mais chacun avec le souci de l'espace commun qui nous permet de discuter un avec l'autre. Mais là, on est bien loin de ça avec justement cet hyper-individualisme qu'on parlait tout à l'heure. Alors, les gens sont enfermés dans des espèces de bulles. Et si vous remarquez aussi, c'est du temps réel, hein? Alors, c'est ici, maintenant. Et ça, c'est le temps de la jouissance. Nous sommes dans une société qui consomme la jouissance. Le désir, c'est ce qui va porter. On peut désirer une chose pendant des années, toute une vie. La jouissance, c'est ici, maintenant. Alors, vous remarquerez que une fois qu'on a consommé l'objet de jouissance, qu'on a joui, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe? Il faut recommencer. Donc, pourquoi l'hyper-individualisme donne l'hypersexualité, l'hyper-marchandisation, l'hyper-addiction? Hein? On est dans cette espèce de boucle-là. Or, ça permet d'avoir des modes communicationnels qui sont beaucoup moins symboliques, riches en interprétation, que pas d'interprétation, c'est-à-dire des signaux, et ça devient machinique, et ça devient behavioral. Il suffit de regarder, j'ai emporté dans ce moment parce qu'on fait des recherches là-dessus, mais regardez, par exemple, l'usage des montres. Ici, maintenant, hein? On a fait une expérience, nous, on a mis des bracelets sur des gens lors de l'entraînement, et on a aussi un téléphone. Hein, je vais plutôt prendre cette expérience-là. Donc, on leur donnait un téléphone avec un logiciel qui permettait de dire qu'est-ce qui se passait sur le téléphone, de façon anonyme, évidemment, mais on voulait surtout regarder le temps entre la notification et la réponse. Et ça, tu ne seras pas surpris de voir que la plupart des gens, dès que ça baigne, ils y vont tout de suite. Ça s'appelle le conditionnement. Hein? Mais les gens qui nous disaient « Ah, moi, j'ai éteint les notifications », bien, on constatait que régulièrement, aux 20 minutes, ils allaient eux-mêmes vérifier si c'était pas des nouvelles notifications. Ça, c'est le rapport au temps réel. Il n'y a pas de pire dictateur que le temps réel, mon cher ami, parce que ce n'est jamais le temps réel. Le temps de dire qu'on est dans le temps réel est dans le passé. Et ça, c'est un mode de toujours d'aller de l'avant et d'être productif. Hein? Si vous remarquez dans les applications, c'est d'être produit. Dans les applications de médias sociaux numériques, c'est de produire des données pour les renvoyer au profilage, les renvoyer au circuit de traitement. Hein? Ou encore aller dans les applications Google Store, Apple Store, Google Play, vous verrez que il y a toujours une catégorie d'outils de production personnelle. On doit être productif. Ça, c'est le sujet néolibéral. Maintenu dans un temps présent, tout le temps. Et c'est un temps infini. Et ça parle. Et ce n'est pas le temps de la réflexion. Vous et moi, d'ailleurs, je salue votre équipe. C'est tellement rare aujourd'hui qu'on peut prendre plusieurs minutes pour une conversation. On n'a plus ça. Les clips, 5, bon, ça me dit, ça date pas d'hier, mais encore plus aujourd'hui. Enfin, c'est même plus des clips de 5 secondes. C'est un hyperlien d'une fraction de seconde que je consulte ou que je consulte pas. Venons-en maintenant à notre sujet principal. Parlons plus précisément de TikTok. Présentez-nous brièvement, Dr Mondou, son poids financier, son importance au niveau mondial. C'est présentement le média social à la mode. 4,6 milliards de revenus l'an dernier. Initialement conçu pour consulter des petits clips ou de faire du voice-over, comme on dit en anglais, donc du karaoké, si je peux dire. Et c'est rapidement devenu le plus populaire. Pourquoi? Vous allez voir, ça s'inscrit exactement dans les tendances que nous parlions depuis le début de l'émission, c'est-à-dire le temps réel, hein, la personnalisation et le temps réel. C'est-à-dire que on est passé du binge watching, hein, écoute en rafale, au binge scrolling, c'est-à-dire de descendre les écrans. Et c'est ce que fait TikTok. C'est rapide, c'est de la jouissance. Et vous verrez, on tombe dedans et puis c'est très dur de se sortir parce que c'est toujours, ça nous maintient dans une espèce de temps réel d'addiction. On va voir l'autre, c'est très cool. Et si vous regardez Facebook, a entamé le pas aussi avec les Reels, YouTube aussi également. Bref, la recette fonctionne parce que ça va dans le sens des tendances lourdes. Temps réel, hyper-individualisation et émancipation de toute forme de régulation, de disciplinarisation. Ça correspond exactement à cette idéologie néolibérale, c'est-à-dire que si je laisse le marché libre, il y a une main invisible qui va tout arranger. Je pense que ça fait au moins 50 ans qu'on met beaucoup d'efforts là-dedans et ça s'arrange pas, au contraire. Donc, oui, si on peut célébrer la fin des hostilités de la guerre froide, mais l'absence de partenaires de débat idéologique pèse en ce moment. Et quand vous dites que les démocrates et républicains sont entendus, évidemment, mais TikTok
est coupable de quoi? De rien d'autre que ce que fait de plus ou de moins Facebook et les autres médias sociaux. De colliger les informations, d'inciter à en produire et de les collecter. Qu'est-ce qui change ici? Ah, c'est de la géopolitique. Hein? Parce que, vous l'aurez remarqué, mais le géant américain, du point de vue asiatique, c'est plus que jamais un tigre de papier en ce moment-là. Alors, la Chine est en train de monter, notamment en intelligence artificielle, très, très fort. Pourquoi? Plus vous avez de données, la Chine sont des milliards, et TikTok en a encore des milliards, ça génère beaucoup de données. Mais c'est tout à fait politique ce qu'on reproche à TikTok. D'ailleurs, même le gouvernement Canada, si vous remarquez, tout ça s'est fait assez rapidement, sans trop de discussion, au moment où, juste avant la visite du secrétaire général chinois en Russie. Hein? On avait est-ce que la Chine va aider la Russie dans l'Ukraine? Et là, en dedans de 10 jours, vous avez les principaux pays de l'OTAN qui disent on va bannir TikTok. Ça, c'est un message pour dire on est solidaire. Ça, c'est de la politique, pour moi, claire et nette. Parce que, je prends par exemple le gouvernement canadien, a dit, ça pose des mesures et on va être préventif pour protéger, les données personnelles et 2, la sécurité nationale. C'est une drôle de priorité pour un État. Vous comprenez? Il devrait assurer la priorité nationale, puis ensuite, les données personnelles. Hein? Parce que si c'était les données personnelles qu'il faudrait vraiment protéger, il y aurait une réglementation depuis longtemps sur Facebook. Je vous signale que l'élection de 2016, il y a des informations, il y en a eu. Le Congrès a enquêté, mais est-ce qu'il y a eu des lois? Absolument pas. Donc, TikTok n'est pas différent de Facebook ou de ce que Cambridge Analytica pouvait faire à ce moment-là. Est-ce que parce que quand on dit TikTok, je dirais c'est le réseau favori et des jeunes et des plus jeunes. Est-ce que cette levée de bouclier contre cette plateforme n'est pas quand même en rapport avec son utilisation, je dirais, et abusive par les jeunes et les plus jeunes? Vous savez, en 2007, c'était les jeunes et les plus jeunes qui étaient sur Facebook. Et si je me souviens de ma jeunesse, je vais faire un gros effort parce que ça fait au moins 400 ans. Et les jeunes aiment un endroit où les adultes n'y sont pas encore. Hein? La dernière mode, il y a un attrait, et là, ça prend en feu. Alors, moi, je pense que dans 10 ans, les jeunes d'aujourd'hui qui seront des adultes, ils risquent d'être sur TikTok, il va y en avoir probablement un nouveau, puis on va reprendre les jeunes. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter de réfléchir sur l'impact des médias avec les jeunes, notamment. Et ce qui est malheureux, c'est que maintenant, c'est vu comme... c'est comme l'intelligence artificielle. Hein, on parle beaucoup de chat GPT, etc. Vous allez dire, c'est quoi le rapport avec les GAFAM? Ben, il y en a un, parce que l'intelligence artificielle, ça prend des données. Et si vous regardez les géants de l'intelligence artificielle, ce sont des géants de la donnée. Google, Microsoft, avec le moteur de recherche. Et éventuellement, vous allez voir Facebook et autres. Je ne serais pas surpris qu'on développe des trucs parce qu'on amasse également beaucoup de données. Donc, mais qu'est-ce que fait ChatGPT? Ça dit, ben, voici le corpus de données que j'ai et je vais vous générer la vérité des discours, mais sur ce corpus-là. Il n'y a rien d'extérieur. La machine n'invente pas. Elle reproduit. Pour l'instant, du moins. Vous allez me dire, oh, ça crée des phrases. Oui, mais ça crée avec un bassin qui est déjà fait. ChatGPT ne va pas singulariser, ne va pas inventer quelque chose qui n'est pas déjà dans son corpus. Or, les humains, nous créons notre propre corpus aussi. Alors, voilà pourquoi il faut penser à l'extérieur de la boîte. Et c'est pour ça que si on remplace système fermé à l'intérieur par société, des liens d'altérité, des liens d'extérieur, des responsabilités collectives, vous voyez tout de suite que ça change la donne. Mais malheureusement, les sociologues comme moi, on est à veille de porter un T-shirt qui dit « Go Jurassic Go ». Je veux dire, c'est effarant, là. Parce qu'il n'y a plus de société. Ben non, on fait ce qu'on veut, puis pendant ce temps-là, ben les machines régulent. Et ou encore, on va s'occuper de guerres identitaires. Certaines peuvent être partiellement justifiées, je le conviens, mais il y a aussi d'autres priorités qui sont, me semble-t-il, assez pressantes. Et je pense notamment à l'environnement, mais surtout la radicalisation des populations.
En tant que sociologue, vous avez accès aux nombreuses études de vos collègues sur l'impact de TikTok sur le comportement des jeunes à travers le monde. Pourquoi ce réseau est-il présenté comme perturbateur au point de vue psychologique pour les jeunes? Non, je pense qu'il y a, mais c'est pas, l'idée, c'est que c'est pas juste TikTok. C'est l'ensemble des médias sociaux numériques et c'est aussi l'ensemble de cette société. Si vous valorisez l'individu, il va valoriser sa jouissance et ça, c'est un rapport à soi. On objective le reste du monde pour sa jouissance. Et ça donne ça. Les gens qui sont pris dans de l'addiction. Hein? Là, nous, on avait émis il y a plusieurs années l'hypothèse d'une pathologie sociale. Hein? D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, c'est ma collègue Jodie Dean, une Américaine, Jodie Dean, D.A.N., qui a écrit beaux ouvrages sur justement ce côté addictif des médias contemporains en général, mais sociaux numériques aussi. Parce que ça n'a pas commencé avec les médias sociaux. Hein? Et il faut voir ça comme des tendances plus lourdes. Il faut unir ça à le type d'économie, le type d'idéologie dominante, les rapports politiques qui se font. Et on le voit bien que ça se prépare depuis 40, 50 ans. Cette espèce de... C'est comme un ragoût, qui est peut-être pas toujours bon, mais ça bouillonne et ça prend du temps, puis à un moment donné, ça arrive, là, et là, on a une tempête parfaite. Et en ce moment, c'est un peu ce qu'on a. Je pense à Bernard Stiegler, un autre philosophe important de la technologie, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, malheureusement, mais qui, dès 2011, disait, si on enlève les valeurs transcendantales, la première qui va partir, c'est l'idée de vérité, et est-ce que nous ne serons pas dans l'âge de la bêtise? Écoutez, pour être un fan de ce qui se passe dans la vie politique américaine, quand j'écoute ces spams, je peux vous dire que de la bêtise, j'en entends ces temps-ci, là. Mais vraiment, là, je veux dire, des choses qui n'ont pas d'allure, que des êtres raisonnables diraient, ben non. Alors, on est rendu là-dedans, et ces mouvements-là, d'effets sociopolitiques qu'ils étaient, en sont maintenant rendus à des acteurs de ce type-là qui veulent définir et qui ont des conséquences politiques. Ça, c'est l'état en ce moment de la nation américaine. Professeur André Mondeau, vous avez suivi l'audition du patron de TikTok par devant une commission de la Chambre des représentants ici aux États-Unis. Est-ce que M. Zhu Xiu vous a convaincu quand il promet que d'ici la fin de l'année 2023, toutes les informations liées aux 150 millions d'utilisateurs américains seraient gérées uniquement depuis des serveurs du groupe texan Oracle situés aux États-Unis? Écoutez, demandez-moi la question en tant que Canadien québécois. Est-ce que j'accepterais que mes données, la plupart des gens le font, mais mes données à moi comme Canadien sont sur les serveurs Facebook aux États-Unis. Et en matière de loi pour protéger les renseignements personnels, je suis désolé, mais je préfère le Canada et le Québec à l'absence automatique ou intuitive, voulue, désirée par les gouvernements américains. Donc, oui, moi, je pense qu'il y a quelque chose de différent là. Alors, de mettre les serveurs là, qu'est-ce que ça fait? Ça les va apporter, mais encore une fois, moi, je peux dire ça. C'est les métadonnées qu'on va chercher. Rappelez-vous, le président Obama, lorsque, avec l'histoire d'Edward Snowden, on a pris qu'AT&T espionnait, on a dit, finalement, c'est pas vos données concrètes, les valeurs qu'elle représente, tout ça, c'est juste vos comportements, et vous le voyez bien, cette société qu'on disait tantôt, opérationnelle, décisionnelle, c'est-à-dire que les valeurs sont relatives, ça importe pas. Ce qui importe, c'est de prédire le futur par des comportements. 2, 4, 6, 8, ça donne 10. Ça, c'est ça. Alors qu'en fait, on est des êtres symboliques. 2, 4, 6, 8, la suite pourrait très bien être Jello aussi si je fais de la poésie. Alors, juste pour vous dire mais non, ça nous enferme dans ces espèces de bulles-là. Et en ce sens, oui, on va aller mettre les données aux États-Unis, mais ça change pas la donne que nos données personnelles, c'est pas tellement le contenu que d'amalguer des grandes masses. Autrement dit, on fait du contrôle, régulation de population à grande échelle, et ce que vous avez à dire n'a aucune importance. Voyez-vous, on retourne à l'hyper-individualisme. Les valeurs, les finalités, c'est tout relatif, ça va partir. Le problème, c'est que si on vit un monde sans valeur, nous sommes sans orient, pour prendre le terme de l'étoile, donc on est désorientés. Et je pense qu'en ce moment, nous sommes dans ce que Stiegler appellerait un changement épocal. La pandémie est arrivée exactement tempête parfaite.
Et je ne pense pas qu'on va retourner au monde qu'il y avait avant. Et je pense que le monde à venir n'est pas encore bâti. Et le temps presse parce que, comme vous le savez, l'environnement, d'ailleurs, ça nous étonne toujours, nous, les Canadiens, les Québécois en particulier, je devrais dire aussi, que quand je regarde l'opposition au changement, admettre les changements climatiques aux États-Unis, regardez ce qui se passe hier encore dans le 57 tornades, je veux dire, ça devrait ébranler n'importe qui. Et ça ne le fait pas, pourtant. Hein? Au moment où ces questions-là devraient être posées, si je prends l'exemple du Congrès américain, on est en train de faire de la lutte idéologique sur des faussetés, désorientées. C'est ce que je pense qui se passe en ce moment. Et le danger, c'est que pendant longtemps, les Américains étaient l'Empire, hein, sous Bush, c'était un peu ça, avec les avantages et les avantages que ça pouvait avoir. Et en ce moment, the Emperor has no clothes. En analysant tout ce tollé autour de cette application, je dirais, des jeunes TikTok, est-ce que les jours de cette plateforme sont comptés ici aux États-Unis, comme c'est le cas dans d'autres pays comme en Inde, où cette plateforme, cette application est interdite? Si vous remarquez, ce sont toujours des gouvernements d'ultra-droite qui font ça, et c'est souvent pour des raisons d'un nationalisme. C'est bien ce qui se passe en ce moment. C'est drôle parce que d'un côté, le néolibéralisme de droite, qu'il soit saxon ou hindou, va promouvoir la liberté individuelle, l'entrepreneuriat, mais c'est d'autres mondes que leur nation. Ah, là, tout d'un coup, on se replie devant le nationalisme et là, on demande des droits. Alors, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Ou bien vous êtes pour un marché déréglementé mondial, et à ce moment-là, il faut vivre avec cette multiculturalité, multi-polydiversité des valeurs. Et ça, étrangement, ben, ça a créé un effet pervers de nationalisme où ça referme. Et là, tout d'un coup, au nom des mêmes valeurs, on ne prône plus les mêmes actions. Alors, non. D'ailleurs, s'il y avait un mouvement général pour bannir TikTok, je pense que ça serait très difficile. Parce que, surtout pour un pays qui se défend de mettre la liberté de presse et qui met la presse dans un marché qu'on veut absolument être libre. Alors, pourquoi? Ça me fait penser un petit peu à Reagan et le marché de l'auto des années 80. Oh, un marché libre tant que les Américains le dominent. Mais quand les Japonais ont commencé à sortir avec Honda, etc., ah, là, il y a un problème. Là, il faut faire attention. Voyez-vous, 2 poids, 2 mesures. Il n'y a pas seulement les États-Unis à bannir l'utilisation de TikTok sur les portables des fonctionnaires. Chez vous au Canada, Dr Mondou, certaines instances fédérales des provinces et des municipalités ont demandé tout récemment à leurs fonctionnaires de désinstaller, si je veux dire, cette application sur leur portable de service. Est-ce que ces mesures seront, selon vous, efficaces, c'est-à-dire assurer une protection complète de l'espionnage chinois, entre parenthèses? Non. Il y a plusieurs points intéressants à votre question. Même l'UQAM, mon université, nous a dit vous ne pouvez pas mettre TikTok sur les appareils donnés par l'administration. Moi, je suis un vieux de la vieille. Hein? La séparation de l'université et de la société, pour moi, c'est un but. Malheureusement, on assiste à la marchandisation de l'université et c'est ce qui se passe. Le gouvernement dit, nous, on vous finance dans vos infrastructures et en vertu du règlement des infrastructures, on peut vous imposer ça. C'est une façon indirecte de mettre des procédures opérationnelles décisionnelles, encore une fois, je le répète, et de faire des choix. Je pense pas que Mme Plante, elle a un parti pris comme TikTok. Elle a fait tout simplement la déclaration que le gouvernement fédéral voulait qu'il fasse. D'ailleurs, n'a rien démontré. De un. De deux, si vous avez un téléphone sensible avec des données qui peuvent jouer sur la sécurité nationale, provinciale ou municipale, pourquoi que les médias sociaux font partie du téléphone? Je veux dire, enlevez-le. Les employés qui ont de l'État qui ont des fonctions sensibles. Mais le reste du monde, moi j'ai des étudiants qui font des thèses sur TikTok, puis ils vont continuer à le faire. Parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Troisièmement, si vous pensez que vos enfants sur leur téléphone ont des données qui peuvent compromettre la sécurité nationale, le problème est peut-être pas sur TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas nous autres qui sont visés, là. C'est les infrastructures des gouvernements ou des entreprises ils ont déjà de la sécurité. En ce moment, on brasse de l'air parce qu'on veut se montrer unis et plus gros.
huff and I'll puff, comme on dit aux États-Unis, par rapport à la Chine. Parce que j'ai pas vu de cas où il y avait de hacking. J'ai pas vu pas de hacking, mais d'espionnage industriel. On n'a pas de cas. Et ce qu'on nous a dit, faites attention aux données personnelles, ça s'applique aussi bien à TikTok qu'à tous les autres. Encore une fois, voilà pourquoi. D'ailleurs, je lisais ce matin, je sais pas si c'était dans le Washington Post ou le New York Times, mais que finalement, on commence à avoir des réactions mitigées aux États-Unis par rapport à ça. Mais c'est peut-être pas aussi évident, ou etc. Écoutez, il y a un moment anti-chinois anti-Chine aux États-Unis. Rappelez-vous, d'ailleurs, c'est l'an dernier, on rapportait la recrudescence des attaques contre les personnes racisées asiatiques. Malheureusement, c'est ça. Ça fait partie de cette espèce de... Et finalement, TikTok, ça avance tout simplement au milieu des feux croisés. Je ne dis pas qu'ils sont blancs comme neige et qu'il faut célébrer ça comme la meilleure chose depuis le pain tranché. Mais qu'on reproche à TikTok, si on veut le reprocher, il y a des choses à reprocher, mais qu'on le fasse pour l'ensemble des médias sociaux et qu'on le fasse aussi pour l'ensemble des facteurs qui font que les médias sociaux ont cette influence-là. Là, on va avoir une bonne discussion. Mais malheureusement, dans les entrevues de 30 secondes, ça se fait pas. Ça se fait comme des gens comme ici à votre émission où on prend le temps de discuter puis d'élaborer. Et malheureusement, c'est bien rare. Et l'argument selon lequel toute entreprise est droit déférer à toute demande des services de renseignement chinois. Vous avez la même chose aux États-Unis. Ça s'appelle un FISA Court. Si l'État décide que non seulement ils vont pouvoir aller chercher les données, mais vous n'avez pas le droit de contacter un avocat ou en parler sous peine de prison. AT&T, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas juste pigé des données, ils ont mis un copieur à même le tuyau de données, si vous passez l'image. Alors, c'est quoi la différence? C'est une différence idéologique. Il y en a un qui a un marché centralisé, il y en a un qui a un marché qui se veut plus libéralisé, si je peux dire. Mais les deux ont allé fouiller dans le pot. Les plus prometteurs à cet égard, c'est, me semble-t-il, l'Union européenne, qui travaille fort là-dessus. C'est-à-dire le temps de conservation des données. Après tant de temps, on les détruit. Qu'est-ce qu'on fait avec, etc. Commencer à avoir, comme on voit en Islande notamment, des centres de données qui se veulent indépendants pour les lanceurs d'alerte, par exemple, des choses comme ça. Là, on peut parler de choses. Mais l'argument que le gouvernement chinois pige dedans, l'administration américaine aussi. Je veux dire, quand il y a un crime quelque part où on le veut, on prend votre téléphone puis on va le déverrouiller. Rappelez-vous San Bernardino, le FBI dit « Ah non, Apple dit « non, on ne le déverrouillera pas par principe. » Finalement, il a été déverrouillé. Pourquoi? Il y a des compagnies, notamment en Israël, qui sont très forts là-dedans, qui font de la recherche et développement militaire pour savoir dans le privé. Ils font des choses comme ça. Donc, moi, d'ailleurs, je me rappelle, il y avait un important syndicat chez nous il y a plusieurs années qui disait « Bon, on veut monter une page Facebook, qu'est-ce que vous pensez? » Puis je dis « Bon, vous êtes un syndicat de gauche, oui. Comment est-ce que vous sentez à l'idée que, un, vous allez avoir de la publicité de produits américains sur vos pages, et que deux, que vos données sont sur un serveur aux États-Unis? » Ah, ça a arrêté là. Alors, pourquoi les données chinoises doivent être sur des serveurs américains? Et pourquoi toutes les données des pays du monde devraient être aux États-Unis? Comprenez-vous? Revenons, Dr Mondou, à l'utilisation de TikTok et par les jeunes et au niveau mondial en citant quelques chiffres. 51,3% de l'audience sont des femmes entre 13 et 24 ans. 23,6% des utilisateurs de TikTok sont âgés entre 13 et 24 ans. 40% des visiteurs quotidiens se situent dans la tranche 15 à 24 ans. Dans le monde, les enfants 4-18 ans ont passé en moyenne près de 2 heures par jour sur TikTok. Professeur Mondou, que révèlent les recherches sur l'utilisation, je dirais, excessive par les adolescents et les plus jeunes? De un, il faut commencer par le facteur de dépendance, la jouissance. Quand on a fini, il faut recommencer. Autrement dit, une dynamique fondée sur la jouissance, c'est une dynamique qui est fondée sur un vide continuellement à combler. Et ça donne justement des heures de plus. Écoutez, nous travaillons toujours là pour la pandémie a mis un peu de l'eau froide sur nos ardents efforts, mais on a une application justement pour regarder combien de temps les gens passent effectivement sur l'application de médias sociaux numériques. Parce que,
Souvent, c'est des micro-séances. Hein? Je consulte beaucoup. Et quand on additionne les petits 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes, on peut se rendre compte qu'effectivement, il passe beaucoup de temps. Et là, encore une fois, c'est une façon, quand vous avez une société où les individus peuvent agir à leur guise, alors ils sont des électrons libres, le défi consiste à les immobiliser, c'est-à-dire à capter leur attention et les maintenir. Et ça, c'est toute l'économie de la captation de l'attention. Et ça, c'est pas juste les TikTok et les médias sociaux, c'est aussi les Netflix de ce monde. Hein? Donc, on est dans cette espèce, et ça renforce l'idée de ce temps réel. Alors, les gens ont de moins en moins l'occasion d'avoir un recul. Tiens, j'ai passé 18 heures sur Facebook aujourd'hui, mais je m'en rends pas compte, j'exagère, mais parce que je suis toujours en train d'être dans ce cycle de jouir, vide, recommencer, jouir, vide, recommencer. Et par des communications qui deviennent de plus en plus signalétiques, comportementales. Hein? Rouge, ça veut dire arrête de marcher, vous faites vos 1000 pas. Hein? Et d'où c'est que ça vient, c'est qu'il faut marcher 1000 pas? C'est pas, c'est la machine, c'est là-dedans. Alors, vous le voyez, et c'est ce que je trouve de dommage, la plus grande conséquence, c'est que ça enlève, le temps de sortir de ses propres boucles de jouissance, si je peux dire, d'avoir un rapport réel à l'autre. C'est-à-dire que l'autre qui est différent de moi. Professeur André Mondeau, dans plusieurs pays occidentaux, on a établi ce qu'on appelle un âge numérique pour essayer de limiter l'accès des réseaux sociaux aux plus jeunes. En dessous de cet âge légal, je dirais, les parents ont-ils accès à des outils installés dans les applications qui leur permettraient d'avoir un certain contrôle sur les activités de leurs jeunes enfants? Je vais vous raconter une anecdote parce que c'est une importante question que vous soulevez là. Et on peut la soulever, on l'a soulevé au début de l'Internet aussi, hein? Les mêmes problématiques. Je vais vous raconter une histoire à un moment donné. Notre fille aînée, qui était jeune adolescente à l'époque, qui disait, c'est mon ami, elle veut savoir comment faire telle chose, puis je dis, qu'elle aille voir son antivirus, je dis, regarde, qu'elle demande à son père. Elle dit, c'est son père qui est au téléphone. Donc, il y avait cet aspect-là que les jeunes devaient faire l'objet d'une forme de surveillance, veiller avec bienveillance de la part des parents, dépasser les parents en termes de connaissances technologiques. Et je pense qu'il y a encore un peu de ça. Alors, nous, ce que nous avons fait, il faut dire qu'à l'époque, j'étais journaliste spécialisé en technologie. Alors, comme je disais à mes filles, we have the technology, OK? Je suis capable d'aller voir si vous faites des choses pas correctes. Mais nous, on a tout simplement mis des heures sur l'Internet. Et ça, c'est une chose que les parents peuvent faire. Alors, telle heure et telle heure, il n'y a pas d'Internet. Donc, et ça peut être l'occasion de redécouvrir, je vais dire quelque chose de grave, là, mais un livre, un jeu de planche, aller prendre une marche, je veux dire, de sortir de cet autoritarisme du temps réel, du temps immédiat. Et je pense que c'est la plus grande. Nous, on essaie de plus en plus. Et c'est quelque chose qu'on va peut-être proposer, je vais voir, mais j'ai des collègues qui l'ont fait. Des fins de semaine où les gens se retirent avec les étudiants, puis ils n'ont pas d'Internet, pas de téléphone, rien. Et je peux vous dire que c'est souffrant. Ça donne des choses intéressantes. Les réseaux sociaux ne vont pas disparaître, fort malheureusement, Dr Mondeau. On doit vivre avec. Au niveau du CRISIS, je rappelle que le CRISIS, c'est le Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société basé à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, où vous conduisez pas mal de recherches sur les réseaux sociaux. Comment trouver donc un juste milieu, c'est-à-dire arriver à une utilisation rationnelle des réseaux sociaux? La difficulté, vous posez une question millénaire, hein? Lao Tzu, la voie du milieu, la sagesse du bouddhisme. Je ne sais pas, parce que l'idée d'un milieu suppose qu'il y a des balises fixées. Hein? Le milieu, c'est la norme, le nom. Et là, en ce moment, c'est tellement éclaté que l'idée même d'un objet qui pourrait avoir des extrêmes d'un milieu, un objet commun à tout le monde, c'est ce qui fait défaut en ce moment. Et moi, c'est ce qui me fait le plus peur, parce que cette position-là commune
qui est le lien des interactions symboliques entre les gens, commence à être confié à l'intelligence artificielle. Des trucs comme ChatGPT et autres. Autrement dit, et ces machines-là ne font pas de la subtilité, c'est 2, 4, 6, 8, 10, alors on s'en va vers un monde décisionnel, opérationnel, c'est ça. Un monde où, paradoxalement, individuellement, on peut être dans notre jouissance. Et là encore, je ne parle qu'occidental, parce que cette jouissance-là n'est pas la même partout dans le monde, ils n'ont pas accès à ça, mais je veux pas dire que ma génération était meilleure, mais à l'époque du rapport McBride, notamment des années 80, c'était le rapport Nord-Sud. On prenait en compte la planète entière. Maintenant, j'entends presque plus moi, des Occidentaux dire notre fer de lance, c'est de dire on va essayer de régler les inégalités sur la planète. Et pourtant, elle commence à s'accumuler. C'est pas juste économique. Là, ça va être l'eau qui va commencer. Et là, on le voit, là, la migration écologique là, qui commence à se faire. Ça va juste devenir de plus en plus fort. Alors, personnellement, je pense qu'il faut redécouvrir un rapport à l'autre et de dire que l'autre, c'est pas juste mon ennemi, c'est aussi la meilleure partie de moi-même qui est dans l'autre et vice-versa. Paske li ok pou pa ok. Paske pale kapab ran bagay yo miyo. Paske eseye komunike se un sin fos. Toujou gon rezon pou pataje ki jan ou santi yo. Paske sante mental ou konte.